Voilà, ils sont déjà sur ce plateau ce matin. Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour également à nos téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour, Bonjour Roland. bonjour Carole, bonjour Hugues Hector Zogo, bonjour amis téléspectateurs et internautes. Nous allons démarrer par l'audit du fichier électoral pour les élections de 2026. Le matin parle, titre également sur cette information, entre assurance et réserve. Hugues Hector Zogo. Oui, il faut partir du principe que pour qu'il y ait une élection transparente dans un pays, le premier facteur, c'est quand même la liste électorale dont les acteurs politiques se servent et qui constitue en fait le fichier qui donne l'orientation des différents citoyens qui doivent pouvoir prendre part au processus. Alors, quand on se retrouve pratiquement à la veille d'une élection, la démarche idéale, c'est de pouvoir revoir un peu cette liste, savoir est-ce qu'elle a été effectivement apurée. Vous savez, il y a des cas de décès bien souvent enregistrés et peut-être qu'aux dernières élections organisées, ces noms continuent toujours de figurer. Et donc, c'est une démarche, je vais dire, exclusivement citoyenne qui permet à tous les acteurs qui doivent prendre part aux élections, que ce soit ceux de la mouvance ou comme ceux de l'opposition, de revendiquer qu'on puisse mettre effectivement à disposition un outil de paix, donc un outil qui respecte un certain nombre de principes fondamentaux. Et c'est d'ailleurs dans cette démarche-là que des citoyens, en l'occurrence des acteurs de l'opposition à un moment donné, ont souhaité qu'il y ait l'audit de ce fichier-là. Ils ont rencontré le chef de l'État qui, à un moment donné, aussi a donné son accord de principe. Mais vous savez, les acteurs politiques sont ce qu'ils sont. Donc, il y a eu un laps de temps qui a fait croire à bon nombre de nos compatriotes que c'était peut-être avec l'ancienne liste qu'on partirait aux élections. Fort heureusement que le gouvernement a pu mettre finalement à disposition les fonds dont notre pays a besoin pour parvenir à faire cet exercice qu'on appelle l'audit du fichier. Et l'ANIP, qui aujourd'hui est la structure habilitée à pouvoir permettre aux différentes structures, ou en l'occurrence à la Sénat, d'obtenir cette liste à la fin pour pouvoir l'exploiter et permettre qu'on ait des élections apaisées. L'ANIP est en train de prendre déjà des dispositions. On a entendu dire qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui ont été déjà extirpées de la liste initialement exploitée pour les élections parce que ces personnes-là ont perdu vie, donc ne bénéficient plus du titre de citoyen béninois. Aujourd'hui, par exemple, le comité de pilotage doit pouvoir rencontrer le chef de l'État. C'est sans doute pour expliquer si éventuellement il y avait eu des difficultés, partager les difficultés avec le chef de l'État, l'écouter, puisque c'est quand même le premier responsable, c'est le premier citoyen de notre pays. Donc, ils vont sans doute l'écouter et savoir quelles sont ses attentes pour que nous puissions effectivement nous rendre aux urnes avec une liste que j'appelle entre griffes consensuelle. Parce que quoi qu'on dise, les acteurs politiques n'arrivent forcément toujours pas à s'entendre sur la liste, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum qui garantisse la sécurité, garantisse l'équité et permettent qu'on puisse se dire oui, si nous allons aux élections avec cette liste-là, il n'y aura pas de trouble. Il ne faudrait pas qu'on ait une liste où, à la fin du processus, on se rende compte que des citoyens qui se sont bel et bien enregistrés n'ont pas pu avoir leur nom, par exemple,
pour bénéficier du droit de vote, parce que c'est un droit constitutionnel. Il ne faudrait pas aussi, par exemple, que des citoyens aient de difficultés à découvrir leur centre de vote comparativement à leur situation, à la situation géographique de leur domicile. Donc, il y a tout un facteur qui rentre en jeu de ce processus-là. C'est un processus assez délicat et il faut se départir de toute lecture partisane pour permettre à notre nation, surtout qu'en 2026, nous sommes en train de partir pour des élections générales, donc une première dans l'histoire de notre pays, tout mettre en œuvre pour qu'il y ait effectivement de la quiétude, de la sérénité au niveau des populations et qu'on puisse continuer par parler d'un pays de paix en citant le Bénin. Anthony Niquès. Oui, je voudrais revenir sur les termes utilisés par le journal Le Matin qui parlent de assurance et réserve. Oui, quand on regarde un peu la situation qui prévaut aujourd'hui, on peut se dire oui que nous sommes partagés entre assurance et réserve. Assurance en ce sens que le chef de l'État avait montré le chemin en recevant le cadre de concertation de l'opposition. Il avait, en recevant les démocrates, et puis après le cadre de concertation qui a décidé ensemble d'auditer cette liste. Et dans la même dynamique, le chef de l'État, avec son gouvernement, qui ont réussi à mettre les moyens à disposition de ce cadre, de ce comité qui va commettre des experts pour faire le travail. Mais les réserves, c'est que dans cette affaire d'audit du fichier électoral, on a vu qu'il y a eu des réticences. Lesquelles réticences sont observées du côté notamment des partis de la mouvance et d'un parti d'opposition. Et donc, quand on regarde la posture du parti l'UP Le Renouveau, le BR, et puis le MOAL Bénin, RN et autres, aujourd'hui, par rapport à la situation, par rapport au cadre de concertation et au comité qui est mis en place, on constate qu'il y a des réserves. Et notamment le parti FCBE, vous allez voir que le parti FCBE notamment, qui est un parti d'opposition, est aussi pratiquement dans la même dynamique que les autres partis, en ne voulant pas qu'on accède facilement aussi à l'audit du fichier électoral, quand bien même le premier responsable de ce parti reconnaît qu'il y a des problèmes au niveau de cette liste-là et qu'il fallait quand même, il a cité quand même les problèmes que nous avons. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'assurance, c'est que le chef de l'État montre le chemin. Le chef de l'État montre certainement sa disponibilité en mettant les fonds en disposition, mais on se rend compte que dans l'un ou l'autre des cas, c'est vrai que quand on parle des partis d'opposition, de la mouvance, pardon, c'est vrai que les positions ne sont pas exactement les mêmes à tous les niveaux. C'est vrai, le parti RN n'a pas pour autant eu la même réaction comme l'UP Le Renouveau et le BR, et également la même chose pour le MOAL Bénin. Mais on voit que le parti UP Le Renouveau et le BR avaient une position assez tranchée pour dire non, c'est une question de respect du délai constitutionnel et donc par conséquent, si on ne respecte pas le délai, on ne pourrait pas faire ça. Et en même temps, la NIP qui avait dit que la liste ne serait disponible la liste pour les élections ne serait disponible qu'en septembre prochain. Donc, dans tout ça, on a peut-être un endroit d'émettre des réserves pour dire est-ce que véritablement, quand bien même le chef met les moyens à disposition, est-ce que les autres acteurs permettront à ce que la liste soit auditée ici maintenant? Oui, Hugues Zogo l'a rappelé, il s'agit d'extirper de cette liste des gens qui sont déjà décédés. Il s'agit de toiletter cette liste-là pour qu'on n'ait pas de mineurs qui aillent voter aux urnes en 2026. Il s'agit de réorganiser pour que l'électeur qui est à Bonkara-Vizunja ne retrouve pas sa liste à la Dagovier, par exemple, ou à Révi-Zumboumé. C'est un exemple que je donne. Donc, il se fait que là, aujourd'hui, il faut aussi faire ce travail. Faire en sorte que, dès lors que vous vous retrouvez à Gourdemé, que votre nom se retrouve à Gourdemé. Et donc, c'est un ensemble de travail à faire. Alors, en l'état, aujourd'hui, est-ce que l'assurance qu'on a du chef de l'État, en tout cas la disponibilité qu'on a du chef de l'État, est-ce que cette disponibilité sera appuyée, accompagnée par les autres acteurs pour que nous puissions avoir une liste? Et comme je l'ai dit tout souvent, la liste, ce n'est pas pour le bien d'une seule personne. C'est pour tout le monde. Et elle est apolitique. Elle n'a pas de coloration politique. Et donc, cela suppose que quand on a travaillé à avoir une liste fiable, ça va servir toutes les parties et toutes les fonctions politiques. Ça va nous aider pour l'avenir parce que après, pour l'avenir, c'est sur cette base, la base de cette liste-là, qu'on va continuer à faire le travail. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a une assurance plus ou moins à 50% que oui, il y a une volonté. Et les réserves, c'est que oui, il y a des acteurs qui, en griffe, ne montrent pas clairement leur position, alors que le comité, le cadre de concertation, qui avait pris, en tout cas, cette initiative, recherchait juste le consensus. Le consensus en ce sens que
ensemble, décidons, ensemble, venez, on va faire le travail, ensemble, faisons en sorte que nous partions sur les mêmes bases, à chance égale pour les élections, mais on comprend que oui, les positions ne peuvent jamais être les mêmes parce que certains acteurs, peut-être, oui, cette liste, est-ce qu'en réalité, en l'état, est-ce que ça sert les intérêts d'autres personnes? On attend de voir si véritablement on pourra aboutir à cette révision, à cet audit du fichier électoral. Voilà, quelle lecture faites-vous de la rencontre du chef de l'État? Oui, le chef de l'État, je dis, l'assurance est que le chef de l'État, qui avait accepté en 2023 que la liste sera auditée et qu'il était prêt à donner les moyens, a joint l'acte à la parole en donnant les moyens. Et donc, sachant très bien que les formations qui le soutiennent, certaines formations ont une position assez tranchée, il revient au chef de l'État certainement d'écouter ce comité aujourd'hui. Ils vont certainement faire part de leurs doléances, des problèmes qui se retrouvent sur le terrain au chef de l'État, lui qui est le dernier rempart, qui doit prendre les dernières décisions. Je crois qu'au terme de cette rencontre, en griffe, on verra la fumée blanche sortir pour qu'enfin il y ait consensus autour de ce travail avec certainement l'implication personnelle du chef de l'État pour que les partis de la mouvance, certaines les partis de la mouvance qui ont une position tranchée, reviennent à leur décision pour qu'on ait le consensus. Au-delà de tout, c'est le Bénin qui prime après tout. C'est le Bénin, ce n'est pas les acteurs politiques, ce n'est pas les formations politiques, c'est faire en sorte que les élections se déroulent dans de bonnes conditions de justice et que la paix chèrement acquise soit préservée. Voilà, nous allons poursuivre dans le domaine de la politique avec la complicité de Rebecca. Nous allons retrouver le quotidien L'Indépendant. L'Indépendant qui parle des élections, les élections de 2026, crédibles et libres en 2026. Rompé vise les 30% et appelle Talon à ouvrir la voie au dialogue. Pendant ce temps, sur cette même information, l'affiche du jour titre FCBE, un pari irréaliste pour les élections générales de 2026. C'est une interrogation. Hugues Zogo, votre lecture. Oui, c'est normal. Le premier responsable aujourd'hui du parti FCBE, Paul Rompé, ancien ministre de la République, occupe un poste, je vais dire, assez stratégique. Beaucoup connaissent le parcours de cette formation politique et comment est-ce qu'il est parvenu à se retrouver également à la tête de ce parti politique. Et de par le passé, les différentes actions menées par le parti politique ont laissé sans doute certains concitoyens perplexes sur la démarche à pouvoir gagner des élections. Et donc, aujourd'hui, quand on suit Paul Rompé prendre un certain nombre d'engagements, se disant être prêt à pouvoir atteindre un seuil si le dialogue arrivait à être ouvert avec le chef de l'État, on peut se permettre de dire que le parti veut se repositionner. Parce que ne nous leurrons pas, hein, pour les dernières élections, FCBE, à la limite, était un parti figurant. Ce n'est pas un parti sur le terrain qui a démontré sa puissance quand, par exemple, le président Boni Yayi en avait la destinée, ou d'autres leaders de l'opposition actuelle s'y retrouvaient. Et donc, à un moment donné, le leader actuel, qui est Paul Rompé, s'est retrouvé sans doute confronté à ce qu'on appelle peut-être la bonne conscience. Il a peut-être trouvé qu'il faille repositionner d'autres personnes au niveau des quartiers, au niveau des villages, au niveau des différents conseils de base qu'ils mettent en place, les comités des partis. Donc, il est dans son droit de vouloir atteindre un seuil de 30%. Moi, en tant que citoyen, est-ce que cette aspiration est réaliste? On ne peut pas se permettre de dire que ce n'est pas réaliste. Il est le seul à savoir ce sur quoi il compte aujourd'hui. Si ceux qui sont toujours présents sur le terrain ont du mal à certifier cette réussite pour 2026, bon. Je me permettrai de dire, personne ne voyait Paul Rompé se retrouver un jour à la tête du parti FCBE.
Et pourtant, c'est une évidence. Nous sommes en politique. Toutes les cartes sont possibles. Et on ne va pas le défier sur le plateau en disant que ce n'est pas évident qu'il arrive à atteindre un seuil. Moi, le souhait, c'est qu'il parvienne à tirer également son épingle du jeu et qu'il démontre qu'il détient aujourd'hui un parti politique qui vit, un parti politique qui anime la classe politique, un parti politique qui est en mesure de détrôner aussi son ancien leader, Boni Yayi, parce que quand il parle... Ça ne peut pas se faire uniquement dans la bouche. Oui, c'est ça. Il faut des actions et des actes concrets. Évidemment, il faut qu'il puisse effectivement agir. Je ne me permettrai pas de dire que c'est un parti à la limite qui fait beaucoup plus de sorties, mais je crois que le parti est arrivé aujourd'hui à une étape où ils ont compris que tel qu'il fonctionnait avant, ce n'était pas forcément la meilleure stratégie et ils sont en remobilisation. Maintenant, cette troupe en remobilisation va les aider à identifier quel leader. Est-ce que c'est Paul Rompé même qui va se positionner pour les élections présidentielles de 2026? S'il le faisait, avec quel regard les concitoyens vont lui accorder leur suffrage? Wait and see. Roland-Denis Nguesso. Moi, je crois qu'il ne faut pas continuer à nourrir Paul Rompé de faux espoirs. Malheureusement, il faut qu'on lui dise la vérité. D'abord, 30% au temps plein national, est-ce qu'il est déjà prêt à avoir 30% dans son beau-père natal? Commençons par là. Et puis, nous l'avons dit sur ce plateau que quand les démocrates auront la chance d'aller aux élections, que ce parti va disparaître. Et ils sont sur le chemin. En réalité, je suis d'accord que c'est un individu, un acteur politique qui a des ambitions. C'est normal. On ne peut pas lui dénier ce droit d'avoir des ambitions et de rêver grand. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais au fond, sur le terrain aujourd'hui, est-ce que Paul Rompé? D'ailleurs, écoutez, je voudrais que parfois, nos acteurs politiques aient quand même le sens de la raison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà quelqu'un qui a hérité d'un parti politique. Et je ne vais pas mélanger, comparer le fait qu'il est, parce qu'il a été responsable du parti avec les militants qui ont voté sur le terrain. Il a été patron, il est d'ailleurs patron du parti FCBE, mais dans la partie méridionale du Bénin. Il est quand même, qu'on le veuille ou non, c'est un Béninois après tout, hein, mais il est de la partie méridionale du Bénin. Combien d'élus son parti a pu avoir dans la partie méridionale? Et quand vous allez dans la partie septentrionale, vous allez voir que les élus, notamment les maires, 6 et 7 maires qu'ils ont pu avoir en 2020, finalement réduits à 6, c'est dans la partie septentrionale. Et là-bas aussi, vous constatez que beaucoup de leurs militants ont rejoint soit l'UP Le Renouveau, soit le BR ou soit le Parti des démocrates. Alors, dans ce cas de figure, par quelle alchimie notre tonton veut avoir 30% au plan national? Ce n'est pas facile. Même le Parti UP Le Renouveau ne peut pas tabler. C'est vrai qu'au-delà de tout, hein, on va se dire, oui, on peut avoir 30%. Mais ceux qui ont parlé de 20% ont été très ingénieux en mettant dans la loi accord de gouvernance. Parce qu'ils savent très bien qu'à un moment donné, même 20%, dans certaines localités, ça va être difficile pour eux. Et donc, ils ont mis quand même une disposition qui pourrait les aider en son temps. Je pense sincèrement que, au-delà de ce que c'est un acteur qu'on peut lui concéder d'avoir des ambitions, je voudrais quand même lui demander quand même de mettre de l'eau dans son vin parce qu'en fait, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Et d'ailleurs, vous faites bien de préciser que c'est un parti qui prenait beaucoup la parole, mais aujourd'hui, il faut aller sur le terrain. Mais est-ce que sur le terrain, véritablement, quand on fait les sondages, quelle est la position qu'occupe le parti FCBE dans les sondages aujourd'hui? Est-ce que c'est deuxième position, troisième position? Je voudrais quand même renvoyer chacun de nous à aller faire les sondages dans nos localités, même que dans nos maisons, dans nos quartiers, pour voir en réalité ce qui... Quand je prends toute la commune d'Abon-Clavi, ils ont eu combien d'élus pour les communales en 2020? Donc, je crois que vous allez à Cotonou également. Combien d'élus ont-ils réussi à avoir en 2020? Et même lui, Paul Rompé, dans Bopa, candidat, combien de voix il a pu recueillir dans sa localité? Je crois qu'au-delà de tout, il n'a pas fini de digérer peut-être le fait de perdre son poste de chef de file d'opposition. Il rêve toujours d'avoir cette opportunité-là. Et donc, faites attention à tout ce que fait Paul Rompé aujourd'hui. J'ai dit tout à l'heure que quand on parle de l'audit, il fait partie de ceux qui reconnaissent qu'il y a des problèmes, mais qui en réalité émettent des réserves par rapport à l'audit. Première chose. Mais je vois aussi que là, il est en train de faire une guerre de communication en réalité. En fait, il fait de la communication
Parce qu'en face de lui, il y a, bon, ils sont du même courant, hein, l'opposition, mais cette façon de communiquer aussi, on connaît, nous sommes tous journalistes ici, parfois il faut faire la guerre de la communication, et pour faire peut-être peur à l'autre, pour dire, bon, nous là, on est prêts, on est prêts. Et puis aussi, cette guerre de communication aussi peut amener d'autres personnes, les indécis peut-être, à dire, bon, écoutez, s'il veut avoir 30%, est-ce que ce n'est pas mieux que nous, on aille vers lui là-bas? Est-ce qu'en réalité, il ne compte pas sur quelque chose? Parce que quand l'aveugle vous dit, je vais vous lancer un caillou, soyez sûr que son pied est déjà sur quelque chose. Donc, oui, peut-être que Paul Rouquet peut compter sur des choses. Je le dis, Hugues Zogo a utilisé les thèmes figurants. Moi, j'ai toujours dit, faire valoir à un moment donné. Même si je respecte les responsables de cette fonction politique, j'estime qu'à un moment donné, ils ont eu à poser des actes où parfois, on a tendance à les considérer comme des faits valoir. Et donc, aujourd'hui, quand il dit ça, oui, quelque part, il ne faut pas trop rêver avec lui, mais en même temps aussi, il faut s'interroger sur quoi est-ce que Paul Rouquet compte aujourd'hui. Est-ce qu'il se dit que, bon, il a la certitude que les démocrates n'iront pas aux élections en 2026 et qu'il sera le seul parti d'opposition? Dans ce cas, parce qu'en 2020, il était la formation politique et les élections, ça lui a permis d'avoir les élus. Est-ce que c'est sur ça qu'il table? Comment est-ce que ça va se passer? Fondamentalement, quand on fait le calcul sur le terrain, si les démocrates vont aux élections, ce n'est pas évident qu'il est 30%. On peut prier le bon Dieu avec lui pour dire, oui, qu'il ait les 20%. Mais de là à rêver, on a vu des gens promettre 20% ou 30% à des formations politiques, alors qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à avoir 5% de leur localité. Et ça s'est passé au Bénin ici. Autre information relayée presque partout, le quotidien paru ce jour, il s'agit de la prétendue tournée de réédition de comptes du chef de l'État dans les 77 communes du Bénin. Le gouvernement a clarifié sa position à travers la personne du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedji. Il n'en est rien. Hector Zogo. Je commencerai peut-être par dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Par moment, il peut y avoir réaménagement de calendrier. Il peut y avoir réaménagement de calendrier, mais je doute fort que le chef de l'État ne puisse pas effectivement se retrouver à faire une tournée de réédition de comptes. Parce que d'abord, ça s'impose. En termes de bonne gouvernance, une tournée, que ce soit une tournée ou un autre format retrouvé, cela s'impose au chef de l'État. Donc, au cours de l'année 2025, on aura le chef de l'État qui, d'une manière ou d'une autre, sera au contact de la population. Il sera au contact de la population pour faire la réédition de comptes. Maintenant, quand le porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léandre Mbedji, porte la voix officielle et qu'il explique qu'en avril 2025, il n'y a rien de cela, on peut encore comprendre. Écoutez, il y a peut-être une donnée qui, ma foi, a fait basculer cet agenda-là du chef de l'État. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je me dis le départ du ministre Yves Kwao-Tchabi, je me dis que ce départ-là en est pour quelque chose. Parce que c'est quand même un ministre qui a énormément apporté aux populations béninoises. Quand vous suivez un peu les représentations diplomatiques, les témoignages qui sont faits, vous dites, oui, effectivement, en termes d'éducation de qualité dans notre pays, il y a contribué. Il y a contribué. Alors, ces obsèques sont prévues pour le 1er mars, si je ne me trompe. C'était ça. Voilà. Avec les hommages. Donc, avec les hommages. Donc, ça ferait pratiquement un mois au lendemain. Et quand on parle de réédition de comptes, quand le chef de l'État se déplace dans une localité, on voit tout ce qu'il y a comme engouement. Tout à fait. Encore que, pour cette réédition de comptes, les populations vont s'attendre à écarquiller un peu plus leurs oreilles et se dire, bon, est-ce que des informations ne vont pas fuiter? Qui éventuellement pourrait remplacer le chef de l'État? Qui éventuellement pourrait être
le dauphin du chef de l'État. Et lors de pareilles rencontres, il y a l'environnement, il y a l'ambiance qui, inéluctablement, devient une ambiance bon enfant. Tout à fait. Alors que le chef de l'État ait perdu un de ses collaborateurs assez proches qui a été enterré et que juste un mois après, il se retrouve encore en train de faire la tournée avec une ambiance bon enfant, ça pourrait ne pas le mettre très à l'aise. Or, le chef de l'État a en face de lui aujourd'hui un redoutable parti politique. L'opposition avec les démocrates, c'est un véritable câlin. Et vous aviez vu, au-delà du fait qu'il y a les démocrates qui constituent le câlin, il y a le PRD qui appartient à la mouvance présidentielle, mais qui aussi essaye de partager, je vais dire, une lecture politique qui fait craindre. Donc on se demande, est-ce que nous avons toujours Maître Adrien Humbouilly avec nous? Ou est-ce qu'il est déjà parti de l'autre côté? Et mieux, il y a les intellectuels de haut rang. Je parle du professeur Théodore Olo, je parle de Maître Robert Dossou, je parle de Ousmane Batokor et bien d'autres qui n'ont pas encore été aujourd'hui dans la griffe de la mouvance présidentielle parce qu'ils constituent jusqu'à aujourd'hui de libres penseurs. Quand ils pensent un point de vue par rapport à l'actualité, ils n'hésitent pas à prendre la parole, à le signifier. Et mieux, il y a encore, je crois, les dernières 48 heures, on a vu ou on a entendu autre acteur appartenant à un des partis de la mouvance présidentielle, mais qui a fait des déclarations tendancieuses. Donc, ça voudrait dire que la fin de mandat est vraiment assez tumultueuse pour le chef de l'État. Et si éventuellement il devrait vraiment faire de la reddition de comptes, il faut que cette reddition de comptes-là puisse aussi lui servir entre griffes de campagne anticipée. Voyez-vous. Or, avec un décès tragique du genre, ce n'est pas évident. Donc, je continue de le dire, je ne suis pas dans le secret des dieux. Ce n'est que des hypothèses. Voilà, ce n'est que des hypothèses. Peut-être que effectivement le chef de l'État n'avait pas prévu une tournée de réédition de comptes en avril, mais comme la presse en a fait son chou gras, le porte-parole voulant aussi une communication politique a laissé flanc. Maintenant, de façon officielle, il est revenu, il a pris la parole pour dire attention, on s'approche d'avril, il n'y a pas ce calendrier-là. Le chef de l'État ne ferait pas cette sortie. Voilà. Donc ça permettra aussi aux différents acteurs qui se disaient en avril, nous n'aurons pas d'activité politique à mener parce que nous serons tout le temps avec le chef de l'État. Ça leur permettra aussi d'être fixés. Voilà, d'être fixés, de revoir leur calendrier. Écoutez, ce gouvernement a toujours réussi à nous prendre du coup comme ça parce que parfois quand on saute un ministre, vous demandez, le porte-parole vous demande est-ce que vous avez eu la note? Et donc, on n'avait pas de notes concernant cette tournée du chef de l'État, oui. Mais je crois que les premières personnes qui ont balancé l'information ont quand même eu quelques bribes d'informations. Et puis, on a pu constater que quand même, on en a parlé pratiquement pendant 2 semaines ou 3 semaines et que c'est maintenant que le porte-parole monte au créneau pour dire qu'il n'y a pas de tournée. Bon, attendons de voir. Moi, j'estime que certainement quelque chose s'est passé. Je ne veux même pas faire le lien avec le décès du ministre Yves Tchabi-Kwaro, mais je veux bien croire que quelque chose s'est passé et que les positions ont été revues, les programmes ont été revus. Et je crois que Hugues vous fait bien de préciser un réaménagement de calendrier. Parce que, qu'on le veuille ou non, je crois que le chef de l'État a quand même besoin de cette tournée, aller au contact des populations pour échanger avec ces personnes et ces populations. Lui qui ne descend pas régulièrement sur le terrain, c'est quand même, je dirais, l'ultime tournée et rencontre avec la population, quand même, soit pour les remercier pour la confiance à lui accordée pendant 10 ans, et en même temps, jeter les bases de ce qui va se passer après lui, en tout cas ce qu'il souhaite qui pourrait se passer après lui. Donc, l'un dans l'autre, je crois qu'il n'y a pas de tournée en avril, mais certainement qu'il y aura de tournée. Bon, c'est vrai que c'est ce que le porte-parole a oublié de nous dire. Oui, il n'y a pas de tournée, mais quand est-ce qu'il y aura la tournée? Est-ce qu'il y aura tournée ou non avant 2026?
on attend de voir. Ce que je veux aussi quand même préciser, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu le ministre qui est décédé. On continue de dire quand même condoléances à sa famille, à toute sa formation politique au gouvernement. J'apprends quand même qu'il y aura des hommages à Parakou, que oui, il sera en griffe célébré. Hein. Et moi, je crois que oui, c'est bien normal qu'on fasse des hommages pour ce ministre, pour sa contribution au développement et à la qualité de l'enseignement, avec tout ce qu'il a pu faire. C'est vrai que il est l'un des premiers patrons des AME, notamment au secondaire et autres. On a pu voir l'enseignement technique aussi, les innovations aujourd'hui. C'est à saluer, à quand même considérer. Je crois que c'est bien. Seulement, sur ce côté dommage, je voudrais quand même attirer l'attention du gouvernement sur un fait. Parce que le fait, ce qui me désole et me dérange, moi, c'est vrai, je connais Chabi Kouaro, je connais d'autres cas de gouvernement, et je respecte leur mémoire au-delà de tout. Il faut les célébrer quand même, parce qu'il est mort, notamment lui, dans l'exercice de ses fonctions. Je voudrais quand même que le gouvernement se penche aussi, parfois, en rendant hommage de façon solennelle à nos militaires qui demeurent au front. C'est très important, parce que dans une république, même le dernier de la république est à considérer, à célébrer. Quand la personne décède, je félicite cette initiative de rendre hommage au ministre Chabi Kouaro, mais je voudrais qu'à l'avenir, que le gouvernement fasse l'effort de rendre hommage aux militaires décédés au front. On a eu plus de 30 militaires décédés au front par le passé, il y a quelques semaines en arrière, notamment dans la période des Vaudouistes, mais à la date d'aujourd'hui, on n'a pas eu d'hommage officiel. On n'a pas eu de message à proprement parler officiel qui puisse... C'est vrai qu'on donnera de l'assistance aux familles, mais le simple fait de célébrer... Les actions sont quand même menées. Oui, ce n'est pas les actions. Les le simple fait... Les épouses de ces hommes tombés n'ont pas été abandonnés. On ne laissera pas non plus la famille du ministre Chabi Kouaro. Donc c'est la même chose. Mais j'estime que le simple fait de rendre hommage officiellement, solennellement à cette personne, peut motiver d'autres personnes à dire, même si je mourrais au front, je ne meurs pas dans l'oubli. Nous allons poursuivre. Il y a les hors-la-loi qui continuent de donner du fil à retordre à la police républicaine. Insécurité, un vaste réseau de braqueurs démantelé dans le Mono. C'est le quotidien Libération qui en parle. Hector Zogo. On va commencer par féliciter la police républicaine de notre pays, féliciter tous les policiers qui, de jour comme de nuit, travaillent pour que nous puissions nous retrouver dans un environnement de quiétude totale au Bénin, et souhaiter que le ministère de l'Intérieur puisse les accompagner. Quand je parle d'accompagnement, c'est par exemple les moyens roulants. Parce qu'il y a des commissariats de police aujourd'hui dans lesquels vous vous rendez où on n'a forcément pas de véhicules neufs, où on n'a forcément pas suffisamment de véhicules pouvant peut-être permettre à l'équipe mobilisée, dynamique, de faire la patrouille comme il faut. Mais là, on est en train de traverser une période assez critique, assez sensible. On se retrouve pratiquement à la veille d'élections générales. On ne va jamais manquer de le rappeler. C'est une première dans notre pays. Et donc, c'est l'occasion pour les forces de sécurité publique de pouvoir se retrouver dans un environnement où ils se disent la hiérarchie pense à nous. La hiérarchie met les moyens à notre disposition. Si la police arrive à avoir le nécessaire, les hors-la-loi, ils peuvent se retrouver à n'importe quel endroit du territoire national. Ils seront dénichés. Parce que quand vous regardez très bien, il n'y a pas cette semaine-là où de prouesses
ont été faites sur le territoire national. Quand je parle de prouesse, ce n'est pas juste que vous entendrez dire qu'on est allé arrêter des voleurs de cabrés ou des voleurs de motos. Non, c'est effectivement par semaine des réseaux de gangsters que nos policiers vont dénicher. Et ils mettent tout en œuvre pour arracher ces hors la loi de leur environnement et donc pour permettre aux populations qui se retrouvaient peut-être sous menace ou bien sous peur de vivre en paix. Et ça ne peut pas se faire sans suffisamment de moyens. Et donc moi, le souhait que je porte aujourd'hui, c'est vrai que la police républicaine a un nouveau directeur général qui a pris fonction il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on ne parle quasiment plus de braquage dans notre pays, ce qui est une avancée significative et assez notable. Et pour que ces défis-là continuent d'être mis à l'actif, je vais dire, de la police républicaine, il faut inéluctablement que les moyens soient au rendez-vous. Donc, que le gouvernement ne lésine pas sur les moyens en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur. Alors, Roland, Tony, qu'est-ce? Je crois que la police républicaine fait un travail, quand même on sait qu'ils ont des moyens limités. C'est vrai qu'on a fait le combat des véhicules qu'il fallait quand même donner à la police, notamment au commissariat. Ça a été fait à un moment donné. Quand même, aujourd'hui, les policiers peuvent aller plus vite que les braqueurs ou les délinquants sur la voie. À part le passé, c'est les délinquants qui peuvent aller plus vite que les véhicules de la police républicaine. Ce problème a été réglé dans bien des localités. Mais il faut aussi quand même continuer à travailler, à revoir les conditions de travail des policiers, notamment la motivation, certaines choses. Vous imaginez que parfois, quand il pleut, les policiers doivent être sous la pluie mouillés totalement, alors qu'on aurait pu mettre à la disposition des imperméables. Autant de choses. Et la nuit, quand ils sortent, quelles sont les armes dont ils disposent aujourd'hui? Parce que malheureusement, avec les situations que nous connaissons dans le Sahel et autres, les délinquants aujourd'hui ont des armes plus sophistiquées que parfois nos forces de défense et de sécurité, malheureusement. Et donc, j'estime qu'à ce niveau aussi, il y a un travail à faire parce que ils font déjà l'effort de sécuriser la population, ils font l'effort de sécuriser les autorités. Il va falloir travailler à leur donner davantage de moyens. Et puis, moi, je dis une chose, la sécurité, ça commence par nous-mêmes d'abord. Hein. Les policiers font un travail, mais il ne revient pas aux policiers de faire tout le travail. Si je suis dans un quartier et que je vois des présences suspectes, il me revient d'informer la police républicaine et de dire « Attention, dans ma localité, il y a tant ». Je ne parle pas de règlement de compte parce que nous sommes forts en règlement de compte au Bénin. Parce que l'autre est dans la maison, il s'habille, il sort tout le temps et que vous ne voulez pas, vous ne savez pas ce qu'il fait et que vous voulez en voler et que vous voulez les jalouser, on va mentir sur le compte pour dire qu'il est cybercriminel. Je ne parle pas de ces cas. Mais il y a des présences suspectes. Et puis notamment, vous savez, avec l'avancée du terrorisme aujourd'hui, vous savez, les djihadistes sont parfois au milieu de nos communautés, en train de parler avec nous, manger avec nous, vont dans les mêmes restaurants parmi nous, dans les mêmes marchés avec nous. Allez dans la partie septentrionale du Bénin, les gens vous diront clairement que les djihadistes viennent dans les mêmes marchés que nos concitoyens. Et donc, si nous sensibilisons et nous éduquons... Nous n'avons aucune preuve de ces affirmations-là. Ce n'est pas des affirmations. Allez sur le terrain, vous comprendrez que c'est des gens... En réalité, les djihadistes, c'est qui? En fait... ce que je dis, je n'invente rien. C'est des gens qui sont venus, qui sont recrutés parfois dans nos localités. C'est malheureusement des gens qui sont parfois recrutés dans nos localités, qui sont avec nous parfois. On peut parler d'une collaboration de certaines personnes. Je ne parle même pas de, moi, je ne parle pas de collaboration. Ce que je dis, c'est que les djihadistes, c'est des individus que parfois tous les jours nous côtoyons, c'est-à-dire qui viennent dans le marché, qui peuvent venir dans le marché de Banikwara, se ravitailler, repartir, sans qu'on sache que c'est un djihadiste. Par contre, dès lors que les populations sont éduquées à communiquer, à sensibiliser, à donner l'information, dès lors que vous voyez une présence suspecte, c'est de ça que je parle en réalité. Donc, dès lors que vous voyez une présence suspecte, oui, vous pouvez alerter pour dire « Ah, on a vu tant, tel monsieur, des trucs comme ça ». Donc, je crois que ça participe de notre propre sécurité. Les policiers ne sont pas omniscients et omnipotents. Nous sommes parfois les yeux des policiers. Nous sommes parfois le regard des policiers. Et c'est nous qui constatons parfois des mouvements suspects et qui disons « Ah,
on alerte la Qui police. entendons des choses. Qui entendons des choses qui sont là, parfois, quelqu'un qui, dans une blague, menace de faire quelque chose, vous écoutez ça, tac, automatiquement, c'est vous qui devez informer. Et quand vous constatez des mouvements aussi bizarres, vous pouvez informer. Et ça facilite la tâche aussi aux policiers. Parce que le plus souvent, nous voyons les choses sous nos yeux comme ça, on ne parle pas. Et c'est quand l'incident arrive que tout le monde est en état d'alerte. Et on dit, ah, mais je ne savais pas, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Je crois que les policiers font un travail. J'en appelle à la bonne volonté du gouvernement et du nouveau patron de la police républicaine pour qu'ils essayent de voir davantage comment mettre à disposition des policiers les moyens de communication pour ça. Vous savez, parfois, le policier est même dans un milieu où peut-être n'amène pas le crédit pour appeler. Donc, les moyens de communication également, il faut travailler à cela pour le leur donner. Et puis après, nous autres, j'insiste sur le fait que notre sécurité commence par nous-mêmes. Nous n'allons pas nous mettre en difficulté et aller dire que la police a été inefficace. Si vous savez que vous êtes dans une zone à risque, évitez de sortir la nuit, de faire n'importe quoi. Si vous n'avez rien à faire en ville, rentrez chez vous, fermez votre portail. Il ne sert à rien de mettre sa vie en péril et de rentrer à 3 h du matin, sachant que dans votre zone, les gens prennent moto, sachant que dans votre zone, les gens tuent, sachant que les gens dans votre zone dépouillent. Et après, vous dites que la police n'est pas efficace, la police, en réalité, ils ne sortent pas, ils ne font pas la patrouille. Mais est-ce qu'ils ont même les moyens? D'ailleurs, vous savez, avant, les frais de fourrière, quand même, étaient payés au niveau des commissariats. Ça permettait aux commissariats d'avoir les moyens de fonctionner. Aujourd'hui, toutes les contraventions sont payées en ligne. Quand c'est payé en ligne, est-ce que les policiers, les commissariats aujourd'hui, le fait de les déposséder de ce moyen financier, est-ce que ça règle les solutions? Est-ce que ça facilite la tâche aux policiers? Je pense qu'il faut revoir aussi cette formule-là pour voir dans quelle mesure les fonds issus récoltés au cours des contraventions-là, qu'une partie soit versée par exemple, si le commissariat d'Akassato a raisonné au cours du mois de février 100 véhicules qui ont payé, comment vous appelez, 10 000 francs pour essai de vitesse, par exemple, ça fait quand même, si c'est 100, ça fait 1 million. Et donc, comment faire en sorte que 300 000 francs soient dégagés ou 200 000 francs soient dégagés d'office pour ce commissariat, pour son fonctionnement, plutôt que d'envoyer tout au trésor. C'est des pistes de solutions. Et ça va permettre aux fonctionnaires de nous aller dans nos commissariats aujourd'hui. Excusez beaucoup que je le dise. Parfois, vous allez dans des commissariats, c'est sale. Ils n'ont pas d'agent d'entretien. Des gens travaillent dans ces conditions. Ils n'ont pas d'agent d'entretien, ils n'ont pas d'autres moyens. Les toilettes, parfois, ne fonctionnent pas bien dans bien des commissariats. Les gens n'ont pas les moyens, ils vont faire quoi? Ce n'est pas le salaire qu'ils ont et qui ne leur suffit pas, qu'ils vont encore mettre dedans. Et donc, parfois aussi, je crois que le ministre de l'Intérieur, le nouveau patron de la police républicaine, doit réfléchir sur ces situations-là pour faciliter davantage la tâche aux policiers. Merci à vous, Roland Toneikes. Merci, Hugues Hector Jogo, pour vos analyses.